Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Si je vous dis dentiste, vous allez me faire la grimace, alors pour être quitte, répondez-moi dentiste, et je ferai aussi la grimace. Si je vous demande ensuite, qu'est-ce qu'un dentiste? Vous me répondrez, c'est un monsieur en blouse blanche, avec une roulette dans la main droite et une pince dans la main gauche, que je préfère rencontrer le moins possible. D'accord. Dites-moi maintenant, si entre 1920 et 1930, vous habitiez Béziers, et si par hasard, vous avez confié l'une de vos molaires à Pierre Gappé, dentiste de son état. Eh bien, je vous parie ma prochaine dent de sagesse que vous ne vous en souvenez plus. Votre molaire peut-être, mais pas vous. C'est le genre de choses que l'on se dépêche d'oublier. Le cabinet du docteur Gappé était pourtant bien connu dans la bonne ville de Béziers, mais pour une toute autre raison que les rages de dents. De belles dames, aux dents blanches, y passaient souvent quelques heures agréables, et l'on y arrachait plus de serments d'amour que de dents malades, car le dentiste était un homme galant. Ah, évidemment, les affaires n'étaient pas brillantes, et les factures plus nombreuses que les fiches de rendez-vous. On ne peut pas tout avoir, mais il n'est pas interdit d'essayer. Alors ouvrons ensemble, si vous le voulez bien, en nous tenant la main pour ne pas avoir peur, la porte du cabinet dentaire de l'extravagant docteur Gappé. Avant toute chose, il faut que je vous dise que le docteur Gappé, le vénard, a une tante à héritage, c'est la tante Pitoiseau, dont toute la famille Gappé, branche cadette, espère beaucoup. Ils sont trois à espérer. En dehors des parents Gappé retraités, il y a Pierre, bien sûr, le fils aîné, Marie-Louise, sa sœur, et Julienne, la cadette. Julienne est belle et douce. Elle vient tout juste d'épouser un homme charmant, jeune médecin militaire, et le couple vit des jours heureux. C'est la préférée de la tante Pitoiseau, qui serait bien capable de déshériter tout son monde en faveur de la petite dernière. Marie-Louise l'aînée ne s'en inquiète pas trop, elle a déjà eu sa part, 100 000 francs, venus d'une autre tante plus âgée et moins solide que la tante Pitoiseau. Et Pierre se sent lésé. Une fille n'a pas besoin de tant d'argent, surtout si elle est célibataire. Or, Marie-Louise ne semble pas vouloir quitter les jupes de sa mère. Alors, d'accord avec son père, qui n'a jamais eu le sens des affaires, mais fait confiance à son fils, il annexe le petit héritage de sa sœur et l'engloutit dans l'installation de son cabinet, en promettant, bien sûr, de faire fructifier ce capital. Marie-Louise proteste, mais les parents, qui semblent avoir une nette préférence pour leur fils et lui ont déjà confié toute leur fortune, l'engagent à plus de coopération fraternelle et elle s'incline. En prévision de l'avenir, elle se décide toutefois à apprendre un métier, on ne sait jamais. Ayant ainsi réglé un premier problème financier, Pierre Gappé n'a plus qu'à travailler sérieusement pour rembourser sa sœur. Travailler, c'est vite dit, et surtout que c'est embêtant. Il y a tellement d'autres choses à faire. La cour aux dames, par exemple. C'est tellement moins ennuyeux que d'arracher les dents. Et elles sont si nombreuses, les dames, à accorder leur faveur aux jeunes dentistes. Pourtant, sincèrement, j'avoue ne pas les comprendre. J'ai là un agrandissement d'une photo d'identité de monsieur Pierre Gappé. Non, je ne comprends pas très bien. Comment vous le décrire? Voyons. Il a la trentaine, un front étroit, légèrement dégarni, des sourcils bas et tombants, des yeux sans vie, un nez large et épaté, une bouche mince et des oreilles en chou-fleur. Les traits sont légèrement bouffis par l'alcool, l'ensemble donne une impression de mollesse et l'on y cherche vainement un caractère de séducteur. Mais ne jugeons pas l'homme sur son physique, nous ne sommes pas là pour ça. En attendant, l'argent file, les maîtresses coûtent cher, d'autant plus qu'il promet sans hésitation le mariage à chacune, et que le cadeau de rupture se doit d'être conséquent. Ah, si seulement la tante Pitoiseau! Mais non seulement la vieille dame est en excellente santé, mais elle se rapproche de plus en plus de la petite sœur Julienne, car Julienne est enceinte.
et un petit-neveu serait le bienvenu sur les genoux de la tante Pitoiseau. Hélas, un triste jour, Julienne se sent mal, elle est trop fragile pour supporter une grossesse, c'est la fausse couche et des complications graves. Pierre se précipite au chevet de sa petite sœur. Il est médecin, il va la sauver. Il n'est pas chirurgien, mais il prétend avoir inventé un système de curetage qu'il veut essayer. Sa sœur est au plus mal, il faut tout tenter. Mais Julienne est trop faible, le tétanos est déjà là, qui paralyse. Elle meurt dans les bras éplorés de la tante Pitoiseau, qui reconnaît que son neveu s'est montré d'un dévouement rare en ces moments pénibles. Vous pensez probablement que Pierre Gapet a quelque peu aidé le destin, et gagné sur les deux tableaux, premièrement, en éliminant un obstacle entre lui et l'héritage Pitoiseau, deuxièmement, en gagnant l'estime Pitoiseau. Je vous arrête car rien ne permet de supposer cela, et personne d'ailleurs ne le supposera jamais. Et si je vous apprends que la tante Pitoiseau, quelque temps plus tard, meurt d'une mauvaise fièvre, vous n'aurez pas non plus le droit de penser que l'héritage tombe entre ses mains qui l'ont un peu poussé à tomber. Car si on le supposa, des années plus tard, le médecin chimiste qui fait l'autopsie du cadavre ne montra au juré qu'un petit tube contenant de l'arsenic, en déclarant « Voilà ce qu'il y a d'arsenic quand il n'y en a pas ». Ce qui veut dire en langage clair que nous sommes tous porteurs d'arsenic, à faible dose, 1 à 3 mg, parfois plus, parfois pas du tout. Et c'est la difficulté d'interpréter la dose naturelle qui a toujours tenté les empoisonneurs qualifiés. Vous en avez certainement entendu parler au cours de procès célèbres. Cela dit, il faut être un spécialiste pour réussir son coup. Amateur, s'abstenir. Pour en revenir à Pierre Gapet et faire le point en ce qui le concerne, résumons-nous. Sa sœur Julienne est morte, la tante est morte, son père est mort entre-temps, on ne sait pas de quoi. Il ne lui reste donc plus que sa mère et sa sœur Marie-Louise. Ne parlons pas des maîtresses, elles changent beaucoup trop vite pour avoir le temps de les nommer. La famille s'est réduite, et notre dentiste, pensant qu'il faut l'alimenter, se met à chercher femme. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc le dentiste séducteur Pierre Gapet cherche femme. À 35 ans, c'est un désir honnête, peut-être va-t-il se ranger. Après tout, une seule femme officielle devrait coûter moins cher qu'une multitude officieuse. La belle Sarah Alex passait par là, munie d'une confortable dot et d'une famille israélite travailleuse et fortunée. Pierre lui fait une cour assidue, en se débrouillant pour que les parents sachent que son cabinet est florissant et qu'il est l'héritier de la riche tante Pitoiseau. Ça marche. Éperdue d'amour, la jeune Sarah lui tombe dans les bras et en 1915, il l'épouse en même temps que sa dot. Lune de miel aux frais des beaux-parents et bientôt sa femme est enceinte et il retrouve son confortable et douillet cabinet dentaire. Le défilé des belles patientes reprend de plus belle. Sarah voit très peu son mari et, à sa mère qui s'en inquiète, elle répond sagement « Oh, tu sais, il travaille beaucoup. Le pauvre rentre bien tard le soir. » Il travaille tellement, et il rentre si tard, qu'un après-midi, Sarah, toute joyeuse, décide de lui faire une surprise. Elle ira surprendre son mari au cabinet dentaire. D'ailleurs, c'est une occasion, elle n'y est jamais allée. Pierre n'aime pas que l'on mélange le travail et la famille. Chaque chose à sa place, dit-il toujours, et les moutons seront bien gardés. Alors Sarah se présente à la secrétaire de son mari, une brune ravissante, et sur la pointe des pieds s'approche de la porte du bureau, frappe un léger coup, et ouvre d'un grand geste joyeux. Ah, évidemment, vous l'avez deviné, le spectacle est édifiant. Je vous laisse le soin de l'imaginer, c'est tout simple. La belle confiance de Sarah, le bel amour de Sarah s'effondre d'un seul coup. Et à partir de ce moment-là, mettez-vous à sa place, elle ne croira plus à un mot des serments que son mari s'obstine à lui faire. Il a d'ailleurs un culot monstre, car il fallait être aussi naïf que la jeune femme pour ne pas se rendre compte des 1000 détails de l'adultère permanent et organisé de Pierre Gapet. De plus, cet incident ne l'arrête pas, ni les scènes de ménage, ni le remontrance de la famille. Il continue son petit chemin donjuanesque sans le moindre scrupule, la moindre précaution, la moindre excuse. Presque 7 années vont ainsi passer entrecoupées de 2 enfants, fruits de 2 réconciliations successives. Pendant tout ce temps, il ne s'étonne même pas lorsque Sarah lui interdit le lit conjugal.
Il va dormir dans le salon en homme résigné aux caprices d'une femme jalouse avec presque de la condescendance. Vient un jour où Sarah n'en peut plus, accepte la faillite de son mariage et parle de divorcer. Alors là, Gapé bondit. Divorcer? Ah, pas question. Je t'aime, moi. D'ailleurs, il y a les enfants. Alors Sarah s'adresse à sa belle-mère, de tempérament pratique et économe. Elle explique que le mariage coûte trop cher. Elle a bien tenté de se mettre au courant des affaires de son mari, qui ponctionne régulièrement le coffre-fort de la maison. Mais celui-ci s'est immédiatement fâché. L'argent, ce n'est pas l'affaire des femmes. Occupe-toi des enfants. Charmant argument qui aurait du mal à tenir de nos jours. Et il tient pourtant, car la belle-mère prend la défense de son fils. C'est normal. Alors Sarah s'obstine. Bon, eh bien je divorce. Il sera bien obligé de me rendre des comptes. Rendre des comptes. Pierre Gapé n'y sera pas obligé. Le hasard. Ce merveilleux hasard qui fait si bien les choses va terrasser la pauvre Sarah d'une mystérieuse et soudaine grippe infectieuse, une sorte de grippe espagnole, comme on en a tant parlé. La fièvre monte, l'état général décline, bientôt Sarah est mourante. Alors dans ces cas-là, Pierre Gapé est merveilleux. Il est aux petits soins, au chevet de sa femme, épongeant son front, lui tenant la tête pour lui faire boire des tisanes, préparant lui-même les potions, faisant les piqûres. Il n'endort plus, n'en travaille plus, on oublie les dames. Même les domestiques le remarquent. Monsieur est bien dévoué pour sa femme, oh, pour ça, oui. Mais le mari a beau se dévouer, quelques jours après le début de sa maladie soudaine, Sarah meurt dans ses bras. Défaillance cardiaque, dit Gapé, en soupirant de chagrin et de lassitude. Et son confrère, appelé en ultime visite, ne peut que confirmer le diagnostic, même s'il est un peu succinct. Le visage de Sarah est calme maintenant, après des jours de souffrance atroce. Il a retrouvé sa beauté. Elle n'avait pas 30 ans. Pierre Gapé, transformé en veuf inconsolable, se voit bientôt entouré de l'affection de sa belle famille, et plus particulièrement de celle de Suzanne, la sœur cadette de Sarah. Beaucoup plus jeune, elle avait 12 ans quand Pierre Gapé est arrivé dans la famille. Avec son charme habituel, le beau-frère s'était occupé de l'enfant, la gâtant, l'aidant à faire ses devoirs, puis de l'adolescente qui fréquentait largement le ménage. Et maintenant, devenue femme, Suzanne, en admiration devant ce beau-frère brillant et séducteur, s'aperçoit que la place est à prendre. Sous le prétexte de s'occuper de l'enfant de sa sœur, elle multiplie les occasions de rencontrer son beau-frère, s'insinue, devient indispensable, et finalement occupe officiellement le lit conjugal. Pierre Gapé l'épouse avec la bénédiction de la famille et sa dot, toute neuve, vient fort à propos remplacer celle de Sarah, dont on ne parle plus bien sûr depuis longtemps. Ce qui fait que la fortune de la famille Alex, qui n'avait que 2 filles, n'a plus aucune chance d'échapper à Gapé. Mais Suzanne ne ressemble pas à sa sœur. Belle comme elle, mais plus vaniteuse et dépensière, c'est elle qui va entraîner son mari dans un tourbillon de plaisir et de luxe, ce qui lui est assez facile. Elle réclame des bijoux, des voitures, des toilettes, des villégiatures dans les stations élégantes, l'argent file, et le docteur Gapé voit de moins en moins ses malades. De plus, avertie des incartades passées de son ex-beau-frère de mari, Suzanne ne le laisse pas une minute en repos. D'une jalousie féroce, elle le traque littéralement et au moindre faux pas, lui fait des scènes éclatantes en public ou en privé. Elle en a d'ailleurs toutes les raisons, soyons justes, car Gapé n'a pas renoncé à ses liaisons passagères. Il s'obstine à vouloir séparer les problèmes, d'un côté l'argent et sa femme, de l'autre ses plaisirs à lui. C'est difficile à avaler pour Suzanne qui, malgré l'enfant qui vient de naître, voudrait bien avoir tout à elle, le luxe et le mari avec. Les scènes deviennent de plus en plus violentes, de plus en plus publiques, et se terminent souvent par une volée de coups que le mari distribue avec largesse. Alors on reparle de divorce. Mais Gapé, décidément, est contre le divorce. Il refuse à nouveau. Nous ne sommes mariés que depuis 2 ans. Tu as un enfant bas âge. Tu dois l'élever normalement entre son père et sa mère. Ne compte pas sur moi pour te rendre ta liberté. Petite parenthèse, la dot de Suzanne a fondu comme neige au soleil. Le cabinet dentaire est en faillite. Il a assez de complications comme ça sans divorcer en plus. Mais Suzanne est une petite personne têtue, comme sa sœur,
Et elle maintient sa décision en ajoutant « Mon père s'occupera de tout, je ne veux plus te connaître. » Beau hasard, gentil hasard, fais quelque chose. Sinon, Pierre Gapet sera obligé de rendre des comptes au terrible père Alex, à qui rien n'échappe en matière d'argent. C'est impossible. Et le gentil hasard fait quelque chose. Il a toujours fait quelque chose pour Pierre Gapet, à croire qu'il est né sous la fameuse bonne étoile. Suzanne est prise d'une soudaine langueur, qui lui fait bientôt le teint pâle, les yeux cernés. C'est de l'anémie pernicieuse, déclare son mari à la famille qui s'inquiète. Puis l'état de Suzanne s'aggrave, elle est au lit, elle ne mange plus, se plaint de douleurs indéterminées, s'affaiblit de plus en plus, elle réagit pourtant, elle aime trop la fête, les balles, les robes. Elle décide d'aller prendre l'air à Biarritz au bain de mer avec des amis. L'air de la mer lui fait du bien, c'est vrai, une semaine après son départ, elle a presque retrouvé son teint de pêche, et ses grands yeux noirs semblent moins cernés, elle a presque de l'appétit. La famille se rassure, c'était une fausse alerte. Non, c'était une trêve. Voilà que le mal la reprend plus violemment que la première fois. Son mari a à peine le temps de la soigner, avec son dévouement habituel, qu'il se retrouve bientôt en larmes, dans les bras de sa belle-mère, veuf, pour la 2e fois. Petite parenthèse, quelques jours après l'enterrement, il put toucher sans difficulté le montant de l'assurance vie, 100 000 francs, qu'il avait fait contracter par sa femme au moment de leur mariage. Simple précaution habituelle, d'ailleurs, il l'avait prévu aussi pour Sarah, sa première femme. Ah! Être veuf 2 fois en si peu de temps, c'est bien triste. Rien d'extraordinaire à ce que Pierre Gapet promène à travers la ville et dans sa famille un pauvre visage tiré, déprimé, soucieux. Ce n'est plus le charmeur, le baratineur irrésistible, le séducteur orgueilleux, c'est un homme fatigué. Et puis, ses affaires ne s'arrangent pas, loin de là. L'assurance a à peine suffi à couvrir les dettes les plus pressantes, celles de sa ferme, dans le Tarn. Une folie de luxe et de modernisme, un poulailler de 50 000 francs avec chauffage central, couveuse artificielle, des troupeaux de bœufs, de domestiques, des machines allemandes, un régisseur, son rêve de gentleman farmer est bien compromis. À Béziers, pendant ce temps, la dernière en date de ses maîtresses s'incruste et dépense à tort et à travers, fourrure, appartement, toilette. Dans des circonstances normales, il n'aurait même pas pu venir à bout des factures énormes qu'elle lui présente inlassablement. Alors en ce moment, il est loin de compte. Curieusement, cet homme, qui jusque-là passait de l'une à l'autre avec une facilité déconcertante, curieusement, cette fois-là, il s'accroche. Malgré l'argent qui file, il ne veut pas rompre. Mais peut-être est-il simplement fatigué. Et c'est à ce moment-là, oui, à ce moment-là, alors qu'il se débat dans des difficultés financières presque insupportables, qu'il temporise avec ses créanciers, c'est à ce moment-là que sa sœur Marie-Louise vient lui réclamer son dû. Souvenez-vous, chers amis, Marie-Louise avait hérité de 100 000 francs il y a quelques années, 100 000 francs confiés à son frère, Pierre, pour les faire fructifier. Eh bien, Marie-Louise en a besoin. Elle soupçonne son frère de mener grand train en se souciant, comme de sa première dette, de rembourser sa sœur. Et puis Marie-Louise est scandalisée des mœurs de son frère. La ville entière est au courant, tout le monde connaît le nom de sa dernière maîtresse, aussi bien que celui des autres d'ailleurs. Alors Marie-Louise en a assez de réclamer son propre argent et de se le voir toujours refuser sous les prétextes les plus divers. Maintenant, elle déclare qu'elle en a besoin absolument, et pas dans 6 mois ou dans 10 ans, tout de suite. Au ton qu'elle a pris et à son regard froid et méprisant, Pierre Gapet a compris qu'elle ne reculera pas devant un scandale s'il le faut pour récupérer sa créance. C'est une lutte importante que celle où s'affrontent le frère et la sœur. Il n'y a plus d'affection entre eux. Depuis longtemps, Marie-Louise a compris quel personnage veule, avide, prétentieux, Pierre Gapet est en réalité. Le père n'est plus là pour arranger les choses, et la maman est bien vieille. Il ne reste plus que 2 représentants de la famille Gapet, Marie-Louise et Pierre. Cette histoire d'argent doit se régler entre eux. 3 jours après, terrassée par un mal mystérieux et soudain, Marie-Louise est obligée de garder la chambre. Bienheureux hasard, que va-t-il faire cette fois-ci? À nouveau, Pierre Gapet
accablé par le nouveau coup du sort qui lui rappelle de bien sinistres souvenirs, se dévoue. Mais il est nerveux. Il passe des nuits entières à tourner en rond dans sa chambre quand il n'est pas au chevet de sa sœur. Il y reste fort tard, s'occupe de tout, des potions, des tisanes. Prétendant qu'il a peur d'une infection grave, il rince lui-même les tasses, les soucoupes, les bols, jusqu'aux petites cuillères. Tout ce qui sert à soigner ou nourrir sa sœur passe par ses mains. Aucun ustensile qui ne soit pas lavé, soigneusement essuyé. À tel point qu'il en agace les domestiques, qui n'ont même plus accès à la chambre de Marie-Louise. Cependant, l'attitude bizarre de Pierre Gapet commence à inquiéter son entourage. D'autant qu'il se contente de répondre, comme une mécanique, à chaque question précise. C'est de l'anémie pernicieuse. Oui, c'est de l'anémie pernicieuse. On a déjà entendu ça plusieurs fois. Et les symptômes sont les mêmes. Le frère de Sarah et de Suzanne s'en souvient parfaitement. Marie-Louise va-t-elle s'en souvenir aussi? Pour l'instant, elle est bien malade. Mais un soir, dans une minute de lucidité, elle ouvre péniblement les yeux, dans l'ombre de la chambre. Son frère est là, debout, lui tournant le dos. Il est penché sur la table, tournant lentement une cuillère d'argent dans une tasse. Devant lui, il y a une glace. Marie-Louise y distingue le visage de son frère, crispé, tendu, mauvais. Lorsqu'il se retourne et rencontre le regard de sa sœur, un sourire faux lui vient comme un masque. Il n'a pas eu le temps de changer de visage. Marie-Louise tremble de peur car elle a compris. Elle boit encore une fois l'horrible tisane, mais elle a compris. Le lendemain, elle se confie à sa mère. Un médecin est appelé. Pierre tente bien de le contredire, affirmant qu'il soignera bien tout seul sa sœur, mais le médecin soupçonneux ne se laisse pas faire. Il faut faire vite et, profitant d'une heure d'absence de Gapet, il fait littéralement enlever Marie-Louise, avec l'aide de sa mère complètement atterrée, la pauvre femme, par ce qu'elle devine déjà. Dans une clinique, le médecin interdit strictement toute visite et s'occupe seul de sa malade à verrou fermé. Une semaine plus tard, chancelante mais sauvée, Marie-Louise est debout et, dès qu'elle a repris ses esprits, court chez le procureur de la République. C'est pénible à dire, mais je viens accuser mon frère d'avoir tenté de m'empoisonner, moi sa sœur, et d'avoir empoisonné Sarah Alex, sa première femme, Suzanne Alex, sa deuxième femme, et, probablement, ma tante Pitoiseau. L'instruction fut longue. Pendant des mois et des mois, on rassembla de multiples témoignages d'infimes présomptions. On exhuma les corps et, bien sûr, on trouva de l'arsenic. Quant au médecin de Marie-Louise, il était formel, les résultats de ses examens sur la rescapée étaient indubitables, arsenic et flagrant délit. Pierre Gapet, à la prison de Montpellier, garde un sang-froid déconcertant. Il a vieilli en quelques mois brutalement, mais il semble avoir repris son calme. Il passe son temps à nier au cours des confrontations avec une insolence rare et à plonger dans un énorme traité de toxicologie pour préparer sa défense. Il n'ira jusqu'au bout, jusqu'à la peine de mort, en orientant délibérément les soupçons sur sa mère, la pauvre femme qu'il accusait d'avoir trop aimé son fils, d'avoir voulu faire le vide autour de lui, d'avoir empoisonné toutes les femmes et les sœurs de sa vie. Il échappa à l'exécution par une grâce présidentielle, mais non sans avoir fait une dernière victime, sa propre mère. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare.
Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.